La Facture, émission numéro 352. Aujourd'hui, des promoteurs sont-ils en train de créer des ghettos à Montréal? Le but du projet ici, c'est de ne pas avoir d'enfants et pas d'adolescents. Aussi, la Régie du bâtiment nous protège-t-elle vraiment contre les mauvais entrepreneurs? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous cherchez une maison. Vous arrivez dans un quartier de la banlieue de Montréal et vous voyez une grande affiche sur laquelle il est inscrit « Interdit aux enfants ». Vous croyez que j'exagère, que ces choses-là ne se font pas ici? Bien sûr, l'affiche dont je viens de vous parler n'existe pas. La loi interdit formellement ce genre de discrimination. Mais des quartiers qui refusent les enfants, ça existe. La Facture en a trouvé 2 dans la région de Montréal. Lucie Brousseau habite Mascouche. L'hiver dernier, un nouveau développement immobilier attire son attention, Villa des Cours de l'Étang. Je lui ai dit, écoutez, je viens me renseigner pour le projet. Puis il m'a dit, écoutez, c'est un projet pour les 50 ans et plus. Il a carrément dit ça d'un coup. Mais vous, quel âge avez-vous? 45 ans. Et vous n'étiez pas éligible? Non, je ne suis pas éligible. J'ai même posé la question, je lui ai dit, écoutez, est-ce que je dois revenir dans 5 ans? Il m'a dit, oui, vous revenez dans 5 ans. Indignée, Mme Brousseau nous écrit afin de dénoncer la situation. Après, ça va être quoi? Ça va être, on va interdire les gens de couleur. Après ça, on va interdire les familles monoparentales. On n'aura pas de droit d'enfant. Non, moi, je trouve que c'est une intolérance. C'est inacceptable. Au Québec, c'est interdit de faire de la discrimination fondée sur l'âge, selon la Charte des droits et libertés. Nous avons donc envoyé une collaboratrice tester avec une caméra cachée le discours du vendeur des villas des Cours de l'Étang. C'est pas des projets pour des enfants, puis j'en veux pas, puis il y en a pas. OK, mais y a-tu... Mais il reçoit. Y a-tu des balises, tu sais, genre, si 30% de l'année, c'est acceptable, mais pas... 30%, c'est pas acceptable. Moi, là, je m'entends pas les vendre que d'avoir... Les gens retirent justement parce qu'ils n'en veulent pas d'enfants. Je pense qu'il faut envoyer un message à ces promoteurs-là qu'on ne veut pas d'une société où des gens sont exclus parce qu'ils ont des enfants. Carmen Palardi est une avocate spécialiste des causes de logement. Elle rappelle que les tribunaux ont déjà statué qu'il est interdit de refuser de louer un logement à quelqu'un à cause de son âge. Jamais une cause où on refuse de vendre une maison à un client en raison de son âge n'a encore été entendue, mais elle pense qu'en cours, le même principe s'appliquerait. Et on ne peut pas discriminer dans la vente d'un bien, d'un bien qui est offert au public. On a considéré que louer un logement, c'est un bien qui est offert au public. De la même façon, vendre une maison, c'est un bien qui est offert au public. Donc, on ne peut pas discriminer dans la vente de ce bien-là. Selon moi, c'est très évident. Dans le cas des villas des Cours de l'Étang, limiter l'âge des acheteurs est une façon de bannir la présence des enfants. C'est ce que le vendeur a expliqué à notre collaboratrice. Le but du projet ici, c'est de ne pas avoir d'enfants et pas d'adolescents. OK. À Rosemère, il y a des gens qui ont des enfants en visite, mais si ils s'aperçoivent que c'est à plein temps, c'est pas toléré. Rosemère, Villa des Mille-Îles, autre développement immobilier interdit aux acheteurs de moins de 50 ans. L'idéateur de ce projet et de celui qu'on vient de voir à Mascouche, c'est Guy Robitaille. Il habite lui-même Villa des Mille-Îles depuis 5 ans. Si on disait, bien, on refuse des gens de minorité visibles, si on refuse des célibataires, là, je dirais que c'est de la discrimination. Mais on a fixé un âge parce qu'on voulait un certain genre de clientèle. C'est tout. Alors, je pense pas que c'est nécessairement de la discrimination. Ici, les bungalows se vendent en moyenne 300 000 $. On pratique une politique d'exclusion envers les enfants. Et c'est la coopérative de Villa des Mille-Îles qui l'a fait appliquer, nous a expliqué l'actuel président de la coop. Si quelqu'un arrivait ici à 30 ans avec 2 jeunes enfants,
on empêcherait définitivement la vente. Mais il ne voudra pas acheter. Mais pourquoi vous empêcheriez la vente? Parce qu'on ne veut pas de jeunes familles. On n'en veut pas. On les a eus, notre famille. On les a eus, nos enfants. On a vécu tout ce plaisir-là. Okay? On l'a eu, le plaisir. Maintenant, on va avoir d'autres plaisirs. Je me dis, pourquoi est-ce qu'une personne, comme je dis, plus jeune, avec des jeunes enfants, pourquoi est-ce qu'elle voudrait aller vivre dans un projet comme ça? Je me sentirais mal à l'aise. Moi, je me sentirais que c'est pas ma place, c'est tout. Là. Est-ce que j'en ferais une histoire? Ça, je sais pas. J'irai voir ailleurs où il y a des gens qui pensent comme moi, qui sont comme moi. Pour être capable d'empêcher la vente aux acheteurs de moins de 50 ans, Guy Robitaille a imaginé une formule il y a 5 ans. Il a formé une coopérative à Villa-des-Mille-Îles. Selon lui, parce que les coopératives sont des organismes à but non lucratif, elles peuvent exclure certains acheteurs en vertu de l'article 20 de la Charte des droits et libertés du Québec. De là, la raison de la coopérative. C'est à but non lucratif, donc d'après l'information qu'on a eue, nous, on n'était pas là, c'était pas contraire à la Charte des droits de la personne. C'est vrai que les coopératives peuvent discriminer. Mais pour ça, selon la Charte des droits et libertés, il faut qu'elles aient une vocation charitable ou philanthropique, comme dans le cas de cet immeuble à Montréal réservé aux mères monoparentales. La coopérative des Mille-Îles, où tous les résidents bénéficient d'un luxueux chalet communautaire et d'une piscine creusée, ne correspond pas à cet esprit, selon Maître Palardy. Il n'y a pas de caractère charitable ou philanthropique à cette activité-là. Donc, c'est pas parce qu'on se forme en coopérative qu'on peut discriminer. Une coopérative qui discriminerait sur la base de l'âge, par exemple dans le logement, les coopératives d'habitation, il y en a beaucoup. Il faudrait vraiment que ce soit, qu'on justifie cette distinction-là par le caractère là, charitable et philanthropique de la coopérative. Au premier projet que nous avions visité, Villa des Cours de l'Étang, il n'y a pas de coopérative. La structure légale en est une de copropriété. Dans la déclaration, on dit que les maisons du développement sont destinées à des personnes âgées de 50 ans et plus. Mais on précise cependant que rien ne peut empêcher une personne de moins de 50 ans d'être propriétaire. Rien concernant les enfants. Nous sommes donc retournés voir le vendeur. Personne n'a déjà mentionné qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants ou d'adolescents. Il n'y a personne. Il n'y a nulle part dans la publicité, nulle part dans la... Ça, je l'ai tout sur mon bureau. Nulle part des questions d'enfants. C'est pas des projets pour des enfants, puis j'en veux pas, puis il y en a pas. Puis, il a tenté de se justifier en disant que ce sont ses clients qui réclament l'exclusion des adolescents du domaine. Les gens ont peur. Que ce soit chez nous, à Repentigny ou ailleurs, les adolescents grandissent différemment de ceux des années passées. Là. Ils n'ont pas été élevés de la même façon. Puis ça respecte à peu près rien. Puis là, t'as le ballon panier, puis t'as le scooter, puis t'as la Honda avec la calotte barrée vers en arrière, puis c'est ça que les gens veulent plus. Ils veulent avoir la paix. Et à ceux qui veulent la paix, les Villas des Cours de l'Étang promet un développement immobilier à l'image des communautés fermées américaines. Il y aura d'ailleurs un gardien de sécurité en permanence sur les lieux. Ici, le projet, c'est un projet qui sera entièrement clôturé tout le tour du projet, de façon à assurer l'intimité à ces gens-là et aussi pour au niveau de la sécurité. Bref, pas le genre de développement dont rêve Lucie Brousseau. À ceux qui lui font valoir qu'elle n'a pas été lésée dans cette histoire, elle répond qu'elle en fait une question de principe. C'est clair, je suis pas brimée, sauf que j'ai pas envie de vivre dans une ville où il y aura des ghettos. Je pense que je vais porter plainte officiellement. Je pense que oui, ça vaut la peine de le faire pour stopper ça, parce qu'à la suite de ça, j'ai appris qu'il y avait plusieurs projets un peu partout au Québec. Et ça, c'est inquiétant. Madame Brousseau a porté plainte pour discrimination à la Commission des droits de la personne. Une enquête est en cours. Si la Commission juge qu'il y a eu discrimination, elle transmet le dossier au Tribunal des droits de la personne. Le tribunal peut exiger que le promoteur change sa politique. Il peut aussi condamner le promoteur à verser un dédommagement à la plaignante. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Votre ado de 14 ans, qui manque toujours d'argent, se fait embaucher sans vous en parler par le dépanneur du coin. Vous n'êtes pas de bonne humeur, vous craignez que ça nuise à ses études.
Alors, vrai ou faux, un commerçant peut embaucher un jeune de 14 ans sans le consentement de ses parents? La réponse après la pause. Qu'il existe un courtier immobilier. Vrai ou faux, un commerçant peut embaucher un jeune de 14 ans sans le consentement de ses parents? Vrai. L'employeur doit avoir le consentement des parents seulement si le jeune a moins de 14 ans. Mais rassurez-vous, il y a quand même des règles. Par exemple, la loi interdit à un commerçant de faire travailler un étudiant qui a 16 ans et moins durant les heures normales de classe. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à radio-canada.ca/la facture. Vous connaissez bien l'Office de la protection du consommateur et la Régie du logement. Ce sont des sortes de boucliers qui nous protègent de ceux qui veulent nous faire payer trop cher, qui sont incompétents ou qui veulent carrément nous frauder. La Régie du bâtiment, elle, s'occupe de tout ce qui a trait à la construction. Sur son site, la Régie nous dit que sa mission, entre autres, est d'assurer la qualité des travaux de construction. Sur papier, c'est une très belle déclaration. Mais dans les faits, la Régie peut-elle dire « mission accomplie » ? Ben, c'était le 22 décembre, puis c'était assez froid, donc je leur ai fait du café, plusieurs silex de café. Lynn Châtelain était vraiment reconnaissante envers les couvreurs de AB Couverture 2004. Et lui, il arrivait 2 jours avant Noël comme mon sauveur. Là. Il était pour régler tout notre problème. Et puis en plus, il était disponible pour le faire. La compagnie a accepté à une journée d'avis de réparer son toit qui coulait. L'eau rentrait dans la maison. On avait déjà des dégâts d'eau, fait qu'on voulait faire le travail le plus tôt possible. Malgré l'urgence de la situation, elle se donne la peine de vérifier. AB Couverture 2004 détient bien sa licence de la Régie du bâtiment du Québec. Ils sont capables d'avoir une licence, c'est parce qu'ils passent tous les tests puis ils répondent aux exigences de la Régie du bâtiment du Québec. Je veux dire, pour moi, la RBQ, c'est sérieux. C'est sérieux pour moi, là. Fait que ça nous a mis en confiance, là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe a fait bonne impression. On est tous tombés sous le charme. Écoutez, ma mère l'a trouvé tellement fin qu'elle a tricoté des pantoufles à ce gars-là. Oui, il m'avait demandé une paire de chaussettes. Ça prend au moins 2 jours. 2 jours à les faire. Je dis, il rentre, puis comment ça va, puis tu sais, friendly, tu sais, la façon qu'il agissait, là, j'ai dit, il a l'air correct. Il avait juste l'air. Pendant que Mme Châtelain et sa mère étaient aux petits soins pour les ouvriers, ceux-ci bâclaient l'ouvrage sur le toit. Quelques jours plus tard, il y a eu un temps doux, et puis c'est là que ça s'est remis à couler. En plus de couler dans la descente d'escalier, ça s'est mis à recouler dans le plafond du salon, une place qu'on n'avait pas eu de problème. Ça s'est mis à couler dans les armoires de cuisine. Ça s'est mis à couler dans le corridor en face de la laveuse. Ça s'est mis à couler un peu partout dans la maison. Après plusieurs appels aux représentants du couvreur, des corrections ont été apportées. Mais le toit coulait encore. Découragée, Lynn Châtelain a appelé à l'aide la Régie du bâtiment. La Régie a fait, elle aussi, des démarches auprès de l'entrepreneur, sans succès. Moi, je m'attendais que, main dans la main, on s'embarque à engager une poursuite. Je veux dire, eux, ils les accréditent, ces gens-là. Pour moi, là, il fait pour m'aider. J'appellerai au dépanneur du coin, puis j'aurai la même efficacité, là. Lynn Châtelain vient de dépenser 14 000 $. Sa toiture coule, personne ne l'aide. Elle doit en plus payer 4 500 $ à un autre couvreur pour faire des corrections d'urgence. C'est là que j'ai fait venir un autre couvreur pour dire, ben garde, pouvez-vous m'aider? J'ai encore de l'eau qui rentre. Fait que là, il est monté sur le toit, il a dit, oh mon Dieu, ma pauvre madame. Ma pauvre madame. Qui c'est qui t'a fait ça, ce job-là? Avant de faire réparer son toit, elle a pris la peine de photographier le travail de AB Couverture 2004. Nous avons montré ces photos à l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Ce que vous voyez ici, sur ces photos-là... C'était pas acceptable. Non. Il y a des joints ici qui sont mal faits. Il y a des corrections qui ont été apportées avec du ciment plastique.
Probablement parce que les joints étaient mal soudés. C'est un travail de débutant. Définitivement, c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué de souder. Alors, avec une telle façon de travailler, comment se fait-il que cette entreprise ait une licence de la Régie? Car à la Régie du bâtiment, la compétence de l'entrepreneur est essentielle. Une personne qui obtient une licence de la Régie du bâtiment, ça veut dire qu'elle a démontré ses connaissances dans les secteurs techniques, en administration, en sécurité. Ça nous dit également que cette personne, elle a établi sa solvabilité, démontré sa probité. Et dans le cas de AB Couverture 2004, cette personne, c'est Bernard Berthelot, le propriétaire. Il a refusé de nous donner une entrevue à la caméra. Mais il a reconnu que l'équipe envoyée chez Mme Châtelain était constituée de nouveaux employés. Il ajoute aussi que son représentant, responsable du contrat de Lynn Châtelain, ne l'a jamais tenu informé des problèmes. On s'est fait avoir. J'ai dit, ce gars-là, il revient pas. Il est jamais revenu chercher ses pantoufles. Tant mieux qu'il soit jamais venu chercher. Je courais après pour les pantoufles aussi. Ce représentant, c'est Éric Fuca. La facture le connaît bien car il a déjà fait l'objet d'un reportage il y a quelques années. Éric Fuca est aussi bien connu de l'Office de la protection du consommateur. Aussi, il subira bientôt un procès en cours criminel. On l'accuse d'avoir obtenu de l'argent pour des travaux de toiture jamais complétés. Et parce qu'il a été condamné pour des infractions semblables, il lui est présentement interdit de faire de la vente. En obtenant le contrat de Lynn Châtelain, il était en bris de probation. Nous, ce qu'on qualifie, ce qu'on regarde, c'est les dirigeants des entreprises. Le dirigeant Bernard Berthelot dit qu'il ignorait tout des antécédents judiciaires de son employé. Mais il savait qu'Éric Fuca est un employé à problème. Car avant de travailler pour AB Couverture 2004, Éric Fuca travaillait pour une compagnie nommée AB Couverture. Et AB Couverture appartenait à Aimé Berthelot, le frère de Bernard Berthelot. La facture, émission numéro 233. C'est de cette entreprise dont nous parlions en 2003. 4 personnes voulaient récupérer l'argent qu'elles avaient confié au représentant Éric Fuca. Moi, j'ai donné un chèque de 1500, puis ma soeur, elle a donné un chèque de 1000 $. Les travaux étaient non complétés, mal exécutés, certains même jamais commencés. Aujourd'hui, les problèmes de Mme Châtelain sont similaires à ce qu'on a vu dans le passé. Mais aux yeux de la Régie, les deux AB Couverture sont distinctes. Le fait que Aimé Berthelot peut avoir eu des problèmes dans le passé, ça ne veut pas dire que son frère ou sa femme ou ses enfants, puis toute sa famille, on va les assimiler à ça. Donc, c'est chacun ses affaires, c'est des personnes distinctes. Et la Régie du bâtiment n'a reçu que 2 plaintes concernant AB Couverture 2004. Rien donc pour remettre en question une licence. C'est être si bien payé puis faire de la cochonnerie. Aujourd'hui, Aimé et Bernard Berthelot rejettent tous les deux le blâme sur Éric Fuca et affirment qu'ils ne travaillent plus avec lui. Est-ce qu'un permis de conduire, c'est un gage absolu de bonne conduite? Non. Donc, nous autres, chez nous, quand il y a des demandes de licence qui sont faites, bien, je vous ai dit tantôt, c'est la mécanique qu'il fallait suivre pour obtenir une licence chez nous. Un coup, les gens ont obtenu une licence, bien, à ce moment-là, on les suit. Mais comme on l'a vu, dans le cas de Lynn Châtelain, on ne peut pas dire que la Régie a donné suite. Moi, ils m'ont envoyé 2 lettres pour dire « Madame, on a ouvert votre dossier. Madame, on a fermé votre dossier. » Ça, c'est l'aide que j'ai eue de la Régie du bâtiment. Lynn Châtelain ne se qualifie pas non plus pour obtenir une indemnisation de la Régie telle que prévue dans le règlement. Ça prend un jugement de la Cour. Un jugement de la Cour qui va venir préciser à l'effet qu'il y a eu fraude, malversation et détournement de fonds. Or, obtenir un jugement pour fraude demande d'abord qu'il y ait une enquête policière, si la police s'intéresse à votre affaire. Monsieur, il me dit qu'il réparerait mon toit, qu'il me ferait un toit tout neuf, il me donne une garantie de 25 ans, elle n'a même pas tenu 25 jours, puis je veux dire, moi j'ai donné 14 000 $, pour moi c'est criminel, là. Pour vous, ça l'est pas. Il ne restait donc que le recours aux petites créances, jusqu'à ce que la Régie nous annonce en entrevue qu'elle reconsidère la plainte de Lynn Châtelain et rouvre le dossier. Compte tenu des circonstances, le dossier est toujours en cours, est toujours ouvert. Parce que c'était un peu court, hein? Est-ce que vous reconnaissez que c'était un peu court, la réponse à Mme Châtelain? C'était pas une pratique courante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était pas une pratique courante. Écoutez, probablement dans cette situation-là, le dossier était fermé un peu rapidement. Lynn Châtelain attend maintenant de voir si Couverture AB 2004 la remboursera et réglera ses problèmes. Ce que je peux faire, je peux faire refaire mon toit. Mais à qui je vais me fier maintenant si je peux pas me fier aux gens qui sont derrière le BQ?
Depuis que ce reportage a été tourné au printemps, rien n'a bougé pour Mme Châtelain. L'intervention de la Régie du bâtiment n'a rien donné. Elle a décidé de poursuivre l'entrepreneur à la Cour des petites créances. Mais il y aura peut-être une solution bientôt. La Régie du bâtiment songe à exiger des entrepreneurs une caution qui pourrait servir à dédommager les clients victimes d'une mauvaise exécution des travaux. Bonjour, moi je m'appelle Dora. Vos petits retrouveront Dora l'exploratrice dans sa nouvelle collection de DVD fascicules. Création d'une fondation. Alors, l'incroyable. 7h15 minutes, Yves, comment ça va? Surtout la presse, le problème. Le comble, c'est qu'il est poursuivi pour les dommages qu'il a causés au véhicule. Pour nous joindre, de Montréal, faites le 514-790-2636. Si vous nous appelez de l'extérieur de la région de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Nous avons aussi une adresse Internet que vous voyez en ce moment. La question de la semaine maintenant. Vous venez de voir notre reportage sur les secteurs résidentiels réservés aux 50 ans et plus, des secteurs où on refuse d'accepter les familles avec enfants. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que c'est légal? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, personnellement. Je suis plutôt d'avis de donner la chance à tous. Je pense pas que ce soit une bonne idée, puis ça ghettoise un petit peu ces personnes-là. La discrimination, là, c'est par l'âge et par les revenus. C'est comme créer un genre de ghetto. Je trouve que c'est pas très bon pour une vie de quartier. Une forme de discrimination. S'il n'y a pas de service spécifique à ce groupe d'âge-là, comme des maisons spécialisées, je pense pas que ça devrait avoir lieu. Des projets pour les femmes de 50 ans, les familles, les couples de 50 ans et plus, je suis pas contre ça. Refuser les enfants, ça, c'est une autre histoire, parce qu'ils sont pas là pour tout le temps. Ça m'étonne un peu qu'il y ait des secteurs où ça se passe. Légal? Est-ce que c'est légal d'après vous? Je pense pas. À prime abord, je crois que non. Mais c'est hautement immoral. Ah oui? Si c'est légal. Selon la Charte des droits, là, je suis sûre qu'il y a un petit paragraphe à quelque part là, qui en parle, sûrement. Légal ou non, il y a toujours des façons de contourner la loi. Si on décide de ne pas vendre à quelqu'un, il y a toujours des excuses. C'est prévu dans la Charte que tout le monde, peu importe le nombre d'enfants, le sexe ou l'âge, doit avoir droit des résidences. La discrimination en fonction de l'âge est illégale, tout comme la discrimination en fonction du statut social, comme avoir des enfants, par exemple. Par contre, réserver une coopérative d'habitation à certaines catégories de personnes n'est pas illégal. Ces organismes bénéficient en général de subventions pour leur permettre d'offrir des logements à prix plus abordables. Par exemple, des coops d'habitation réservées à des personnes handicapées ou à des personnes ayant des problèmes en santé mentale. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. Il y a deux choses de trop sur mes terres en matin. Toi et tes plans de potes. J'ai pas été assez clair ou quoi? Pense au cash que tu ferais. Ça t'aiderait. T'es au courant de rien. Tu risques rien. C'est risque, même.